La mission internationale, c'est un projet en partenariat avec l'ESCE et donc une entreprise qui nous donne une problématique à visée internationale. On est dans des groupes de 4. Actuellement, moi je suis avec Pierre, Axel et Ryan. Donc l'entreprise a été trouvée par le Career Center de l'ESCE. Donc actuellement, nous, c'est Swello, une plateforme qui gère en fait tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, LinkedIn et bien d'autres. Et donc nous sommes suivis par Laura, qui est donc la CIO de cette entreprise, qui nous guide durant toute notre progression de ce projet. La problématique que Swello nous a donnée, donc, c'est une implantation de leur plateforme, donc Internet, au Royaume-Uni. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle conférence sur l'Agora en direct du Salon de l'étudiant. Alors on va parler des grandes écoles. Si vous avez envie de voyage, de manager des équipes, si vous aimez le challenge, si vous aimez le travail en équipe avec beaucoup de responsabilités, c'est ce que nous allons évoquer en compagnie de Valérie Lebouchard. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes responsable du développement au sein de l'ESCE. Tout à fait. Donc une grande école qui forme au métier du management international. On va évoquer cet univers qui fait rêver quand même quand on commence une carrière professionnelle et quand on se lance dans la formation. Il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent intégrer une grande école. Donc on va voir comment se passe le parcours, la formation. Peut-être tout d'abord, est-ce qu'on peut avoir évoqué les métiers du management international? Vous préparez à quel métier concrètement? Alors on prépare au métier de la gestion, au métier du management, donc à l'international, que ce soit des métiers vraiment de l'international business, pour être par exemple chef de zone export, pour être manager à l'international, responsable de zone. Ça peut être des métiers autour de la supply chain, vraiment de l'approvisionnement des matériaux à travers le monde. Ça peut être des métiers, bien sûr, du marketing ou de la finance à l'international. Donc, tous les métiers de la gestion et puis de l'entrepreneuriat aussi, en France comme à l'international. Alors, on le voit, ce sont des métiers qui demandent un panel de qualité quand même et de compétences assez large. Parce que, vous l'évoquez, si on est sur une supply chain avec plusieurs pays, on va commercer avec des gens de cultures très différentes, il va falloir parler des langues étrangères, il va falloir avoir une grande agilité de fonctionnement. On va évoquer tout ça. Donc, on le voit, des métiers quand même passionnants, il faut bien le dire. C'est clair, tout à fait. C'est clair. Vous avez vous-même, on peut peut-être commencer aussi par votre parcours. Vous avez vous-même été dans l'entreprise, été au sein de grands groupes avant d'être au sein de cette grande école. Parlez-nous un petit peu de votre parcours, justement. Alors moi, j'ai travaillé une quinzaine d'années en grande consommation, dans des postes marketing principalement, un petit peu de vente, un petit peu de catégorie management. Et après, j'ai vraiment eu envie de transmettre ce que j'avais appris en entreprise, qui était une entreprise multinationale, une entreprise américaine. Et donc, je suis venue à l'ESCE, j'ai commencé à donner des cours de marketing. Et puis, petit à petit, je suis restée, je me suis installée à l'école, ça fait une dizaine d'années maintenant, et je m'occupe du développement de l'école aujourd'hui. Alors, changement de vie quand même, on imagine, parce qu'entre la vie trépidante d'un grand groupe à l'international et puis une école, c'est deux facettes en fait très, très complémentaires. Mais il y a cette envie de transmettre qui vous a tout d'un coup passionné. Oui, complètement. Et puis en plus, on est une école extrêmement professionnalisante. Et je pense que quand on veut former des futurs managers à l'international, il faut absolument partir de l'envie des entreprises. Donc en fait, les programmes, il faut les bâtir à partir de rencontres avec des entrepreneurs, avec des entreprises, comprendre les compétences qu'il faut acquérir pour être un bon manager à l'international, et puis après bâtir nos programmes à partir de là. Donc en fait, on travaille vraiment de la compétence jusqu'au programme et non pas l'inverse. Tout à fait. Et j'imagine qu'au sein de l'ESCE, on en reparlera après, mais il y a tous les professeurs quasiment sont des professionnels, j'imagine. Alors il y a les deux. En fait, c'est important pour rester vraiment au plus près des métiers et du développement de chaque métier. C'est important d'avoir un corps professoral qui est à la fois qui comptabilise bien sûr des professionnels en activité, parce que si vous prenez du marketing digital par exemple, il faut être au fait de ce qui se fait aujourd'hui sur les réseaux,
des choses les plus pointues en matière vraiment technique. Mais il faut aussi anticiper ce qui va se faire. Et pour ça, on a des enseignants-chercheurs qui sont des professeurs permanents qui travaillent de façon là aussi très pointue sur leur discipline et qui sont en mesure vraiment d'anticiper. Parce qu'on sait quand même qu'il y a à peu près 20% des métiers de dans 10 ans qui n'existent pas aujourd'hui. Donc le challenge pour une école, c'est un peu de former des jeunes à des métiers qui n'existent pas encore, ce qui n'est pas évident. Qui émerge un petit peu, qui se dessine, on va dire. On commence à appréhender ce qui va se passer demain, mais effectivement, il y a beaucoup de choses à inventer. Si on s'intéresse au cursus maintenant, on peut peut-être parler donc au sein de l'ESCE. Il y a 2 types de formations globales, les 5 ans, les 3 ans, totalement. qui correspondent peut-être à 2 natures, à 2 envies différentes pour les jeunes. Oui, parce que quand on veut construire une carrière, en fait, quand on est en terminale et qu'on hésite, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont tout de suite envie, qui se projettent dans 5 ans d'études, qui veulent un grade de master, qui veulent être vraiment accompagnés pendant plusieurs années jusqu'à un grade de master. Donc là, on propose un programme en 5 ans. Puis il y a aussi des jeunes qui ont envie d'aller le plus vite possible vers la vie professionnelle. Et pour cela, on a un cursus en 3 ans. C'est vraiment un choix du jeune, en fait. Il n'y a pas de mauvais choix, ça doit venir de la volonté. Est-ce que j'ai envie d'y aller très vite, avec une spécialisation rapide, d'être formé sur le terrain, ou alors est-ce que j'ai envie de prendre plus mon temps et d'accéder vraiment à un grade de master derrière? Et il faut rassurer aussi tous les jeunes qui se posent la question. On peut très bien démarrer avec un 3 ans, être opérationnel très rapidement, commencer à travailler, se mettre sur le monde du travail, et derrière, on va pouvoir compléter le parcours au bout de 2 ans, 3 ans, si on veut, en faisant un MBA, en complétant avec une autre brique. Donc aujourd'hui, il y a quand même une grande agilité, vous le voyez, j'imagine, de l'intérieur, dans les parcours et dans les passerelles qu'on peut trouver entre les... Ah oui, tout à fait. Il y a énormément de possibilités. Il y a aussi, même parmi les étudiants qu'on voit, nous, en fin de bachelor, au bout de 3 ans, il y en a certains qui souhaitent finalement, alors qu'ils souhaitaient au début faire 3 ans, continuer pour 2 ans de plus et qui passent des concours vers d'autres écoles pour continuer finalement vers une spécialisation. Donc il y a plein de possibilités. Alors, si on parle des cours, du contenu des cours, il y a des cours, j'imagine, beaucoup en anglais, assez régulièrement. Oui, tout à fait. Donc, parce que qui dit international dit effectivement, on est obligé de parler anglais, bien sûr. Mais ce n'est pas une obligation, c'est un plaisir en fait de parler anglais. Après... Alors, en réalité, on est une école. Donc moi, je dis souvent aux jeunes qu'on rencontre en salon, en journée porte ouverte, on rencontre beaucoup de jeunes qui ont peur, qui me disent « Ah, si je ne suis pas bilingue anglais, est-ce que je peux rentrer dans une école de commerce internationale ?» Et la réponse est oui, heureusement, parce que si les jeunes avaient déjà été tous bilingues, on n'aurait plus à faire de cours d'anglais avec eux. Donc, il faut avoir une envie, il faut avoir envie de parler. On a des cours de langue en petits comités, demi-classe. Donc, vraiment, on les fait s'exprimer et ils se développent énormément. On a au minimum 2 langues obligatoires à l'école. Et on a beaucoup de nos étudiants qui commencent ou qui continuent une 3e langue en fonction aussi de leurs envies, en fonction s'ils sont passionnés par l'Amérique du Sud, par l'Asie, etc. Donc, on a un cursus de nombre de langues qui est important. Très bien, donc ça c'est normal puisqu'à l'international il faut bien sûr maîtriser les langues et puis aussi connaître les cultures. Et la langue c'est un très bon moyen de rentrer dans la culture. Les cursus donc, si on parle des 5 ans et des 3 ans, qu'est-ce qu'on peut trouver comme différence? Il y a un socle commun au départ quand même? Alors il y a un socle commun. Ce qui est peut-être commun, c'est la philosophie peut-être aussi. C'est vraiment la volonté de faire progresser nos étudiants à la fois sur les compétences métiers, donc apprendre les différents métiers. Là encore, en étant à la pointe de ce qui se fait de plus récent sur le métier, avec les professionnels et les enseignants-chercheurs. Mais c'est aussi de se développer soi-même avec ce qu'on appelle les soft skills. Ça, c'est commun à nos 2 programmes. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre des savoir-être, ce qui est hyper important quand on va en particulier travailler à l'international, comme vous le disiez, avec des gens qui sont différents de nous, des gens qui ont une culture différente. Pour négocier, par exemple, avec quelqu'un en Asie du Sud-Est, si on n'a pas la compréhension en fait, fine
de la façon de faire, de la façon d'être, on va faire des grosses bêtises et on ne va pas y arriver. Il y a beaucoup de codes à apprendre et qui font partie, pas forcément de connaissances très classiques dans le dur dans un livre, mais c'est des connaissances humaines, un feeling humain qu'on va développer aussi au cours de l'apprentissage dans l'école. Oui, tout à fait. Pour ça, on a des professeurs aussi, heureusement. On a une trentaine de nationalités de professeurs dans l'école. Alors bien sûr pour les cours de langue, mais on a aussi des professeurs de nationalités différentes dans les cours de gestion. Et ça, c'est important parce qu'on a des façons d'apprendre différentes selon les continents. Donc quand vous avez un professeur qui vient de Nouvelle-Zélande, un professeur qui vient des États-Unis ou un professeur qui vient d'Uruguay, forcément, il y a des méthodes, il y a des façons d'apprendre différentes et ça donne une richesse aussi aux étudiants. C'est international. Dès le début, vous les plongez en fait dans l'international, dans ce mix de cultures dès le départ, dès les premières années. Ouais, c'est important. Tout à fait. Alors justement, puisqu'on est sur cet aspect de la formation et des particularités, de l'ouverture d'esprit aussi, on peut signaler cette chose. Vous avez un accord avec Montessori, par exemple. Vous développez une pédagogie très créative en collaboration avec Montessori. Ça, c'est quand même un élément très différenciant aujourd'hui dans les grandes écoles. On n'entend pas beaucoup parler de ça. Non, parce qu'effectivement, on est les seuls à avoir cet accord dans l'enseignement supérieur. L'idée, c'est venu d'une volonté aussi justement d'apporter un autre type de méthode dans notre bachelor. Donc ça, c'est spécifique à notre bachelor. C'est une volonté d'aller vraiment du concret vers l'abstrait, alors qu'on a tendance dans le supérieur, peut-être encore plus que dans les autres années de l'enseignement en France, à toujours partir de l'abstrait et d'aller vers le concret. Et on a tous des formes d'intelligence différentes. Donc c'est important d'utiliser ces formes d'intelligence différentes pour progresser. Donc il y a beaucoup dans Montessori de choses fantastiques avec l'évaluation, l'auto-évaluation, la remise en cause, pour gagner en autonomie, pour gagner en confiance en soi. On a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément confiance en eux et qui, au bout d'un moment, comme ça, avec ces méthodes-là, se développent réellement. On peut parler de l'intelligence émotionnelle, qui est un sujet qui aujourd'hui vraiment se développe et prend de plus en plus d'importance dans le management, dans tous les métiers relationnels, que ce soit le commercial, la négociation. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui et cette approche que vous avez, elle privilégie vraiment quelque chose de très fort là-dessus, quoi. Ça met un accent très important sur le quotient émotionnel des personnes, presque. Oui, c'est à la fois d'autres méthodes, même pour acquérir parfois des compétences métiers. Hein, c'est d'autres façons vraiment d'apprendre. Et puis aussi, effectivement, d'exploiter toutes les formes d'intelligence qu'on peut avoir et pas seulement une forme qu'on a tendance à privilégier d'habitude. Alors, on a évoqué tout à l'heure, bien sûr, les langues. Quelles sont les matières dans lesquelles il est important d'avoir quand même de l'aisance, certaines facilités? Vous allez me dire, ça dépend du job qu'on va choisir après. Il y en a. Est-ce que les maths sont très importantes? Est-ce que l'esprit d'équipe, bien sûr? Alors oui, dans les soft skills, il y a vraiment des choses qu'il faut avoir et qu'on développe beaucoup. Il y a forcément l'envie de travailler en équipe. Parce que pour répondre en fait à un univers très mouvant, ce que je vous disais tout à l'heure, on a un monde avec des métiers qui changent. En réalité, au-delà des compétences métiers, ce qu'il faut, c'est savoir évoluer, savoir réagir. Donc il faut apprendre à faire ses gammes parce qu'on ne sait pas quel morceau on va devoir jouer demain. Donc du coup, on essaie d'apprendre à nos étudiants à travailler ensemble, à trouver de l'intelligence collective, à être plus fort à plusieurs que tout seul, à apprendre aussi à se confronter aux autres, pas forcément s'imposer. Ce n'est pas la caricature de l'étudiant qu'on imagine en école de commerce parfois qui impose son propos. Je sais tout, voilà. Je vais vous apprendre la vie, c'est moi le responsable d'équipe. Il faut de tout, il faut comprendre comment fonctionnent les autres. Donc ça, dans les soft skills, c'est important. Comment comprendre les autres, écouter les autres et gérer, du coup, se gérer soi-même. Et être capable d'entendre un feedback, par exemple, négatif, et savoir en tirer quelque chose de positif. Donc il y a tout ça sur lequel on fait travailler. Excellent. Alors justement, puisqu'on est sur les soft skills, sur les compétences, vous avez mis aussi en place, alors peut-être avec des profs d'ailleurs, vous avez mis en place un laboratoire d'études sur les compétences, de façon à avoir des évaluations
à la fois très fine et très personnalisée des compétences de chacun. Parlez-nous un peu de ça, parce que c'est comme Montessori, c'est quelque chose d'un peu différenciant dans l'école et qui est vraiment passionnant. Ben, on a un enseignant-chercheur chez nous, qui est psychologue de formation également, qui a vraiment monté tout un laboratoire qui s'appelle un assessment center, avec un principe vraiment d'assessment, donc d'évaluation des compétences soft skills. L'idée, c'est de se dire, je vais pour chacun des étudiants faire un bilan personnalisé de où cet étudiant en est au niveau des soft skills, qu'il maîtrise, quels sont ses points forts, mais aussi ses axes de développement. Donc il y a un premier axe, enfin une première étape qui est vraiment de l'assessment. Et puis après, une deuxième étape qui est un plan de développement, bien sûr, pour aider chacun des étudiants à se développer. Et ça, après, en fait, ça aboutit à ce qu'on appelle un passeport de compétences. C'est-à-dire qu'on fournit à chacun de nos étudiants, à la fin des années d'études, un passeport qui reprend toutes les compétences, métiers, compétences soft skills, compétences en langue, ce qui donne un aperçu finalement du résultat et qui est un outil d'employabilité par rapport aux employeurs pour la première embauche. C'est une belle idée, ça, quand on veut travailler à l'international, de fournir un passeport. C'est bien, voilà. Un passeport de compétences, de soft skills. Effectivement, parce qu'on s'aperçoit que c'est une demande assez fraîche, les soft skills. On en parle depuis quand même quelques années. On sent l'importance aujourd'hui dans le développement et le parcours professionnel de chacun. Et en même temps, c'est difficile d'avoir des indicateurs précis, parce qu'on est sur du psychologique, de l'humain. On n'est pas sur de la machine, on n'est pas sur des connaissances très, très carrés qui peuvent se quantifier dans un PDF. On est sur, le savoir-être de la personne. Donc on est proche de la psychologie et c'est difficile d'avoir des indicateurs, d'où l'intérêt d'avoir développé avec cet expert ce passeport et cette grille d'analyse des soft skills de chaque étudiant, quoi. Oui, parce que c'est fait individuellement, c'est-à-dire en auto-évaluation, mais c'est aussi fait avec l'aide des autres. C'est de la peer evaluation, donc on se fait évaluer par ses pairs, donc par les autres camarades. Et c'est vraiment une vision aussi, c'est une confrontation de ce qu'on pense de nous-mêmes et de ce que les autres voient de nous. Donc c'est ça aussi qui est riche dans l'évaluation. Alors on va parler, on a vu un peu les cursus, on a parlé des matières, les stages à l'international, j'imagine qu'il y en a tout au long du cursus. Ça va faire partie de l'apprentissage et de la formation des jeunes. Alors, oui, bien sûr, pour apprendre à être employable et à travailler à l'international, il faut être immergé dans de l'international. Donc, on parlait des professeurs, on parlait des enseignements. Il y a aussi des stages et des échanges. En fait, nos étudiants, ils font en moyenne à peu près 15 mois de stage, le plus possible à l'international. Et puis, ils partent aussi à l'étranger, entre 2 semestres et 3 semestres sur 5 ans. Donc, c'est quand même assez important. Ça fait 1 an, hein. Voilà, 1 an, voire 1 an et demi pour certains. Donc c'est beaucoup. On a 190 universités partenaires à travers le monde, donc on a vraiment beaucoup de choix de destination. Et c'est très important là encore pour apprendre à travailler autrement, à recevoir un autre enseignement et puis pour s'adapter. Avec, j'imagine, des destinations peut-être un peu plus prisées que d'autres chez les jeunes. On parle beaucoup du Canada, qui est très, très, très agréable à vivre. Il y a beaucoup une joie de vivre et un potentiel très fort. Mais comme vous signalez, donc c'est 188 partenaires. 190, oui. Donc c'est beaucoup de pays. L'Asie aussi, donc voilà. Et la Corée est très à la mode en ce moment, la Corée du Sud. La Corée du Sud, bien sûr, très fort ça. Les États-Unis aussi, bien sûr, l'Australie, donc il y a beaucoup de destinations. Ils partent en petits groupes. Comment ça se passe concrètement dans ces stages ? Alors ça dépend quand ils partent en Alors s'ils sont en stage, là pour le coup c'est vraiment on a une démarche individuelle avec un soutien de l'école dans la recherche bien sûr. Quand ils partent en université partenaire, ça dépend complètement de nos accords. Donc parfois il y a quelques places, parfois il y en a plus, parfois il y en a peu, ça dépend. Là, j'ai échangé ce matin avec une jeune femme qui est à Valencia, en Espagne, par exemple. Et eux, ils sont 5 ou 6. Bonjour à nos amis espagnols. Quelques autres au Mexique. Là, je voyais des photos ce matin aussi, où ils sont une dizaine. Donc, en fait, il y a vraiment toutes les destinations. Et selon, ils sont plus ou moins nombreux, mais c'est bien aussi qu'ils apprennent à se mélanger avec d'autres nationalités, d'autres cultures.
Donc le but, c'est pas forcément de les envoyer tous ensemble. D'accord, bien sûr, il y a ce côté. Il faut être en immersion totale quand on est là-bas. Je pensais une chose, et puis on va enchaîner, mais parmi vos beaux souvenirs, là, quand on parle d'expérience internationale, vous, quand vous avez été au sein de la grande distribution, dans vos expériences professionnelles, il y a des souvenirs qui vous ont. Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé à des moments? Qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir incroyable? Alors, des temps forts, on va dire. Ouais, moi, je travaillais au marketing sur des marques donc, de grande consommation. Donc, mes souvenirs forts, c'est surtout des souvenirs de développement et de développement, que ce soit de communication ou de produits, c'est vrai. Après, j'ai eu un poste d'encadrement au niveau européen, où là, c'était assez fascinant et complexe de voir en fait l'adaptation et la difficulté parfois aussi, justement, de compréhension. Donc moi, je pense que j'aurais eu besoin de davantage justement comprendre les cultures des uns et des autres quand on doit avoir un poste de coordination. C'est vraiment, donc je ne sais pas si c'est mon meilleur souvenir, mais en tout cas, c'est une des caractéristiques. Voilà, c'est Oui. une des caractéristiques du métier. On l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, il y a ce côté, bien connaître les cultures, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, hein, parce que il y a des pays qui sont assez proches de nous, l'Italie ou l'Allemagne, qu'on connaît bien. Après, si on va travailler avec un pays beaucoup plus, un peu lointain ou qu'on n'a pas l'habitude de visiter en touriste, c'est compliqué. Oui, totalement. Mais c'est vrai que coordonner avec des cultures différentes, des gens qui ont des envies différentes, c'est complexe, donc ça s'apprend. Vraiment. Voilà. Ça s'apprend. Les qualités qu'il faut pour ça, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais on peut revenir sur les qualités. Il faut quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de rigueur et de méthodologie aussi, j'imagine, parce qu'on a des choses très différentes à gérer. Il faut beaucoup d'organisation quand même quand on bosse à l'international. Alors je pense qu'il faut effectivement être organisé, c'est certain. Après, ça dépend des fonctions aussi. Je pense qu'il faut être curieux, ça c'est certain. Curieux et ouvert aux autres, ça me semble être très important. Après, à mon avis, ce qu'il faut, c'est une rigueur dans tous les métiers et puis une adaptabilité. Parce que quand on voit aujourd'hui, par exemple, le poids et la transformation que représente le digital, transformation dans tout ce qui est le domaine du marketing, de la distribution, ouais. Il faut être capable de s'adapter. Et puis, nous, on a des valeurs d'éthique assez fortes. C'est important pour nous parce qu'on est multiculturel, parce qu'on est dans le respect de l'autre. Donc ça aussi, c'est des valeurs importantes. Quand on voit toute la nécessaire prise en main de l'économie avec tout ce qui est développement durable, responsabilité sociale des entreprises, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir, en particulier quand on travaille à l'international, pour ne pas faire de bêtises. Et est-ce que cette période Covid là, qu'on traverse, on est encore un petit peu dedans, on espère pour le moins longtemps possible, ça a changé un peu en termes de pédagogie, vous, de regard sur le métier demain, puisque vous formez les jeunes demain. Est-ce que ça a changé votre perception en disant, tiens, il y a quand même des choses à réajuster, peut-être les carrières internationales demain se joueront un peu plus à domicile, à distance, il y aura peut-être moins de voyages. Est-ce que vous avez pris en compte, j'imagine que oui, ouais, ces changements qu'on a vus et qu'on vit au quotidien aujourd'hui avec la crise Covid? Alors nous, oui, bien sûr, on a pris ça en compte. Déjà, on a eu à le vivre en tant qu'école. Bien sûr, bah oui, j'imagine. Puisqu'on a eu des décisions à prendre au début pour passer parfois certains cours en digital au tout début, pour après beaucoup travailler en synchrone, mais à distance quand on était confiné, pour le plus vite possible repasser en présentiel parce que c'est ce que tout le monde aime dès que c'était possible. C'est ce qu'on fait en ce moment, hein, on est totalement en présentiel. Après, dans les enseignements, oui, il y a plein de choses qui changent. Si on regarde l'impact sur la supply chain, par exemple, si on regarde l'impact sur la négociation à l'international, où souvent, effectivement, négocier à distance, ce n'est pas négocier en face de la personne. Et oui. Donc, il faut intégrer ça dans la façon de faire, dans les pratiques. Donc oui, il y a toute une réflexion. On avait nos anciens, par exemple, on a fait un séminaire là-dessus dont le thème, c'était justement comment s'adapter après le Covid. Donc c'était un séminaire de nos alumni il y a quelques mois de ça. D'accord, où eux-mêmes se sont dit, tiens, on va venir et puis on va réfléchir ensemble
Tout à fait. à ce qu'on va faire demain, parce qu'ils sont déjà implantés maintenant dans leur carrière professionnelle, y compris les voyages aussi, ça a changé la donne. J'imagine qu'en termes de stage, ça a un petit peu bouleversé les calendriers, très certainement. Mais... Alors pour les échanges, ça a été difficile la première année, c'est certain. On a aussi, nous, réorienté nos calendriers de façon à privilégier les semestres où on pensait que ça allait aller mieux par rapport à ceux où ça allait aller moins bien pour faire partir nos étudiants. Là, je suis très contente parce qu'en réalité, à part le Japon, la Chine qui est difficile, le Japon qui est fermé, à part ça, aujourd'hui, nos étudiants partent partout. Donc là, effectivement, en ce moment, on en a aux États-Unis, on en a au Mexique, on en a au Canada, on en a partout en Europe, dans les pays nordiques, bien sûr, on en a en Corée, on en a un peu partout. Les contraintes sont en train voilà, on est en train de s'y habituer, on vit avec maintenant, donc on a pu s'organiser et les perspectives sont bonnes. La répartition entre les hommes et les femmes dans ces métiers-là, tout à l'heure on avait les métiers de l'assurance où il y avait une grande majorité de femmes. Est-ce que dans les métiers des carrières internationales, on est à un bon équilibre ou oui, comment ça se passe? On est à 50-50 à peu près. On est vraiment sur des formations où on a une bonne mixité. Non, il n'y a pas trop de questions là-dessus. Ça tente vraiment les hommes comme les femmes. Et c'est bien. Il faut cette diversité-là aussi, je pense. Alors, il y a peut-être un sujet qu'on n'a pas évoqué et sur lequel on peut revenir pour boucler. En fait, on s'aperçoit que vous formez des gens, vous les préparez à pouvoir assumer un rôle et des responsabilités à l'international. Après, il y a le secteur qu'on va choisir. Comment ça se passe quand un jeune qui aime, je ne sais pas, l'aéronautique, comment on va choisir le secteur dans lequel on va travailler une fois qu'on sort de grande école? On va postuler dans plein de boîtes différentes et en fonction des appétences qu'on a pour un style de métier, il y en a qui sont passionnés par la culture, d'autres qui vont être très ingénieurs. Les types de profils que vous avez, comment ça se répartit après? Alors, on a des anciens dans tous les secteurs, c'est ça, vraiment. C'est multisecteur. Complètement. Ça. Ce qui est intéressant, c'est souvent, il y a beaucoup de jeunes quand même qui rentrent en n'ayant pas du tout d'idée sur le métier finalement qu'ils veulent accomplir plus tard, qu'ils veulent prendre plus tard, mais qui savent déjà qu'ils ont un secteur ou deux qui leur plaisent. Donc, ce qu'on essaie de faire avec eux, c'est de les accompagner en matière de stage en particulier, pour déjà leur donner des premiers stages dans ce secteur-là, pour vérifier que c'est le secteur qui leur plaît, parce que ça arrive aussi que ça change. Bien sûr. Et de ce fait, après, une fois qu'ils ont été dans le secteur, ils font 3 ans avec nous, par exemple dans le programme Grande École, 3 ans de cours de tronc commun. Ça laisse quand même le temps de comprendre ce qu'on aime comme métier. Ils choisissent leur spécialisation, et puis après, à la fin, ils vont chercher dans le secteur donné. Mais c'est vrai que cet accompagnement, il se fait aussi tout au long de la scolarité. On a beaucoup de rencontres avec nos anciens. On a à peu près 12 000 anciens de l'école. Donc, on peut s'appuyer sur ce réseau-là aussi. Et puis, on fait des rencontres de nombreuses fois par an avec des professionnels. Donc, l'idée, c'est toujours pareil, c'est de partager de ce qui se fait de bien, les bonnes pratiques, l'expérience, le retour d'expérience. Les professionnels qui viennent en cours, ils sont là aussi pour parler de leur métier. Et il y a pas mal de jeunes qui aussi, moi j'ai des exemples en tête, de jeunes qui ont rencontré lors d'un travail de groupe, par exemple, fait avec une entreprise qui était venue soumettre une problématique et les étudiants travaillaient dessus. Une jeune femme, je me souviens, par exemple, qui avait flashé sur l'entreprise, qui avait fait un super travail et qui est rentrée derrière dans l'entreprise et qui a fait sa carrière chez eux, en tout cas ses premières années de carrière chez eux. Donc, c'est aussi une somme de rencontres, en fait. Carrément. Alors, si on parle des prochains rendez-vous, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se destinent à ce genre de carrière, et du coup, on a des portes ouvertes, on a les échéances de Parcoursup qui arrivent bientôt. La porte d'entrée, en fait, dans ces écoles, on n'en a pas parlé, mais pour les jeunes lycéens qui vont vouloir intégrer cette filière, une entrée comme ça sur dossier entretien, et puis sur Parcoursup, donc le concours Sésame pour qui donne accès. On a des portes ouvertes au campus là, qui arrivent bientôt. On en a le 12 février. Et le 12 mars, par exemple, 12 février, 12 mars, si vous voulez venir nous voir. Donc la semaine prochaine, 12 février et 12 mars, pour se rendre compte de l'intérieur. Le campus, pour avoir un peu la taille du campus, vous avez combien de jeunes sur place? En général, on a à peu près 2000-2500 étudiants. En fait, on partage aussi notre campus avec d'autres écoles du groupe Omnes Éducation auquel on appartient.
Aujourd'hui, on est dans le 15e, rue Sextius Michel. À partir de l'année prochaine, on sera à la Défense, dans un des bâtiments de l'immeuble Le Cœur Défense, où on aura un campus encore plus grand et avec des beaux espaces. Donc on est en transition. En transition, donc l'an prochain, Cœur Défense, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent du côté de la Défense. Il va y avoir un campus sur la cybersécurité. On en parlera probablement demain avec la police nationale. On a un expert de la cybersécurité qui vient demain faire une présentation. Je vous recommande de suivre, ça sera vraiment passionnant. Et voilà, des grandes écoles comme vous. Il y a une pertinence en fait à rassembler les différentes écoles, les différents cursus, parce que ça crée du lien, ça crée de la diversité. Oui, et puis parce que ça permet, alors avec nos autres écoles du groupe, ça permet des synergies, des doubles diplômes, des choses comme ça. Avec la Défense, parce que ça fait, pour le coup, on se rapproche des entreprises. On a un incubateur aussi qui va être sur le campus et qui est très proche. On a des accords avec les incubateurs de la Défense. On a des petites startups là, des belles startups qui sont nées récemment. On a Needle par exemple, qui est une startup. On a une autre startup Circular qui était hier soir, qui veut être mon associé, qui a levé un petit peu d'argent aussi. Donc, très bien. On a des belles réussites. Donc on est content de leur permettre aussi, grâce à l'incubateur, de les accompagner. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Valérie pour cette présentation et puis ce voyage dans l'univers de l'international et des grandes écoles. On se retrouve tout au long de cet après-midi sur le Salon de l'étudiant, bien sûr. Et très bon après-midi à toutes et à tous et merci Valérie. Merci beaucoup.